Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Voilà les mots de Jules Ferry prononcés à la Chambre des députés en 1885. Des mots forts, violents, mais qui sont en réalité très actuels. Vous allez découvrir dans cette vidéo que les partisans de la colonisation de la Troisième République adhéraient aux mêmes valeurs que la gauche et la droite mondialiste aujourd'hui. Car ils servent la même doctrine, l'universalisme. Ce sera l'occasion d'expliquer que cette doctrine n'est pas un point cardinal à suivre aveuglément comme on essaie de nous le faire croire. J'en profite par ailleurs pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à la vidéo sur le wokisme et la fragilité blanche. La chaîne est nouvelle et on a atteint presque 10 000 vues très rapidement. Ça encourage beaucoup, vos commentaires m'ont réconforté. Malheureusement, elle est sortie lorsque je suis parti pour un mois de travail intense et je n'avais pas le temps de produire d'autres vidéos, donc on a eu un mois sans vidéo sur la chaîne. Mais à partir de maintenant, je m'y remets, on va essayer de garder un rythme d'au moins une vidéo par semaine. J'en profite pour vous afficher l'Instagram et vous inviter à me suivre pour discuter avec moi. Ce sera le principal canal communautaire où on pourra interagir avec plus de proximité. Bien, commençons. Près de 4 mois après avoir été démis de ses fonctions de président du Conseil, qui est le chef de gouvernement sous la Troisième République, Jules Ferry prononce un discours à la Chambre des députés pour défendre une expédition coloniale à Madagascar. Et c'est son plus féroce adversaire, Georges Clemenceau, qui lui répondra 2 jours plus tard. Faisons revivre ce moment d'histoire. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit et un devoir de civiliser les races inférieures. Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents. Et certainement, quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. Races supérieures, races inférieures. C'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à 2 fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. C'est le génie de la race française que d'avoir généralisé la théorie du droit et de la justice, d'avoir compris que le problème de la civilisation était d'éliminer la violence des rapports des hommes entre eux dans une même société et de tendre à éliminer la violence, pour un avenir que nous ne connaissons pas, des rapports des nations entre elles. Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares, et vous y verrez la violence. Tous les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Voilà l'histoire de votre civilisation. Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui. De l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous voulez essayer de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme. Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes ici à nous lever d'un seul bond pour protester violemment contre vos paroles. Non, il n'y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité fatale.
qu'à mesure que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit. Mais n'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Ainsi, pour résumer brièvement, Ferry dit qu'il est important d'aller coloniser Madagascar car l'île est peuplée d'hommes ayant une civilisation inférieure et qu'il est donc du devoir de la civilisation française d'aller transmettre sa supériorité, sa vérité, sa justice, son droit. Cela implique, bien entendu, d'imposer aux Malgaches la civilisation française et s'ils refusent, de l'imposer avec violence. Derrière cette bienveillance républicaine se cachent évidemment des intérêts économiques, le but étant de capitaliser sur la conquête de l'île et aussi de ne pas la laisser aux mains d'autres puissances européennes, notamment les Britanniques, qui sont proches de la reine malgache. Face à lui, son ennemi juré, Clémenceau, ce dernier ironise sur le fait que l'envahisseur dit toujours qu'il a le devoir de conquérir, car il se considère toujours supérieur ou plus pur que l'adversaire, que sa cible. Donc Georges Clémenceau considère que les civilisations sont différentes et qu'aucune ne détient un droit de primauté sur l'autre. Il dénonce que derrière l'argument de répandre la bonne civilisation, il y a en fait l'idée pure et simple de soumettre avec violence pour dominer. Il demande alors de respecter la paix et de conserver les soldats sur le territoire français pour éviter que l'Allemagne attaque à nouveau la France, car elle aussi se considère supérieure et veut répandre sa civilisation sur notre sol. Pour comprendre pourquoi je dis que c'est la pensée de la gauche actuelle qui est ici en tort dans ce débat passé, il faut comprendre qui sont ces deux députés illustres de l'histoire de France, et il faut aussi comprendre le contexte. La Troisième République intervient après la chute du Second Empire. À ses débuts, le paysage politique est séparé entre républicains et monarchistes. Tous les républicains sont placés à gauche, qu'ils soient libéraux ou socialistes, et tous les monarchistes sont placés à droite, qu'ils soient bonapartistes, orléanistes ou légitimistes. Et Jules Ferry est membre du parti des républicains modérés qui défend des idées républicaines, anticléricales et libérales. Il représente globalement une bourgeoisie aisée. Il est notamment l'auteur des lois instaurant l'école publique laïque gratuite et obligatoire. Il est un fervent défenseur de l'expansion coloniale de la France, tandis que Clémenceau est un républicain radical. Il est une figure de premier plan à gauche de l'Assemblée. Il est intransigeant sur la conformité aux valeurs républicaines que doivent honorer les gouvernements. Et à ce titre, il est surnommé le tombeur de ministère, car il dénonce que tous les gouvernements qui s'enchaînent mènent toujours la même politique et réussit fréquemment à réunir des députés autour de lui pour faire tomber ces gouvernements. Donc Clémenceau, il est anti-monarchiste et anticlérical, et il revendique la séparation de l'Église et de l'État. Mais Georges Clémenceau est une personnalité particulière, si bien qu'il est désigné comme inclassable politiquement. Il est très sensible aux questions sociales de la gauche républicaine, mais à la fois il est très attaché à la nation. Il incarne en fait l'idéal du républicain patriote, meneur d'hommes et indépendant. Plus tard, il sera Dreyfusard, et lorsqu'il entrera au gouvernement, il réprimera avec violence les révoltes de la CGT et d'autres mouvements populaires de gauche. Et en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est alors considéré comme le père de la victoire, il décide de préserver l'union sacrée en menant le mouvement Bloc national, composé du centre et de la droite. Le Bloc national remportera largement les élections en 1919, en ayant fait campagne avec le slogan « L'Allemagne paiera » et
en s'étant présenté comme opposant direct au bolchevisme porté par la SFIO. Donc pour moi, Clémenceau, d'un point de vue politique, a des convictions de gauche, mais son patriotisme lui donne une attache profonde à la nation, si bien que la grandeur de la France et sa stabilité sont pour lui la priorité absolue, et à cela s'ajoute son indépendance qui le met à part de tous les clivages politiques de l'époque. Et c'est cela qui le différencie de la gauche, et surtout de la gauche que l'on connaît aujourd'hui. On a donc deux hommes considérés de gauche qui s'affrontent, même si ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Et vous allez voir que ce qui distingue aujourd'hui Clémenceau et Ferry, c'est ce qui distingue aujourd'hui les islamo-gauchistes et le bloc national. On ne les distingue pas tant sur l'intérêt qu'ils portent aux classes populaires, mais surtout sur l'allégeance à des doctrines ou des concepts. En effet, Jules Ferry a la particularité d'être fidèle à la philosophie des Lumières, dont fait partie la doctrine universaliste. Et c'est là tout notre sujet. L'universalisme est l'affirmation que tous les êtres humains ont la même nature et qu'ils doivent donc tous bénéficier des mêmes droits. La philosophie des Lumières, consacrée par la Révolution française, a fait naître l'universalisme républicain. Et il y a deux manières de penser cet universalisme. Dans les deux cas, la République est un idéal de société qui garantit à tous les êtres humains une justice fidèle aux valeurs de liberté, égalité, fraternité, indépendamment de l'ethnie, la religion, l'origine. C'est simplement la nature humaine qui compte. Mais il y a plusieurs manières d'interpréter cet universalisme républicain. Soit on est universaliste juste naturaliste, et on considère que les lois de la République ont une valeur universelle et doivent s'appliquer dans tout le monde entier pour tous les êtres humains. Il y a donc l'idée d'une nation ou d'une civilisation dépositaire de l'universalité et qui a le droit d'imposer aux autres êtres humains le bon droit. Il y a vraiment cette idée que la République est l'idéal universel pour tous les êtres humains. Tous les hommes sont égaux, mais nous, Français, nous sommes plus intelligents et nous avons trouvé la formule magique pour que tout le monde vive heureux. La deuxième interprétation, que je qualifie d'universalisme positiviste, consiste à considérer que tous les humains vivant au sein de la nation française doivent bénéficier des valeurs républicaines. En revanche, le champ d'application de la République s'arrête aux frontières de la nation. Dès qu'on sort de la nation, on entre dans une logique particulariste. Et il appartient alors à chaque État, chaque société, de définir son idéal de justice. Car c'est de ça dont il est question. Il y a alors cette opposition entre universel et particulier. Dans les deux cas, on considère que c'est notre qualité d'être humain qui nous permet d'accéder à une égalité en droit. En revanche, les universalistes juste naturalistes vont considérer qu'ils ont le pouvoir de dire que leur système est le meilleur et que toutes les autres sociétés doivent l'adopter. On en vient alors à la colonisation. Et d'autre part, les universalistes positivistes vont se limiter à leurs frontières, vont dire tous les hommes peuvent jouir des mêmes droits. En revanche, quand on sort de nos frontières, on peut considérer que les autres êtres humains mériteraient de jouir des mêmes droits que nous, mais on ne s'arroge pas le pouvoir de dire que notre système est le meilleur. Il est peut-être le plus souhaitable, mais nous n'avons pas de leçons à donner aux autres. Car lorsqu'on fait ça, on ne respecte pas les particularités culturelles et sociétales des autres. Si les Saoudiens venaient nous expliquer qu'ils ont trouvé le système idéal pour vivre heureux, car c'est Allah qui leur a donné la solution et que toutes les femmes doivent se voiler et sont les esclaves de leur mari, on trouverait ça injuste. Alors, pourquoi ? Au nom de l'universalisme républicain, qui est une création française,
il serait plus juste que nous allions expliquer que nous avons la solution et que dorénavant, les mariages homosexuels doivent être légaux en Arabie Saoudite au nom de la liberté d'aimer et de l'égalité en droit des homos et des hétéros. Les Saoudiens trouveront ça injuste, car la justice, c'est quelque chose de relatif à des individus, mais aussi à des sociétés, et que ce n'est pas dans les coutumes, dans les mœurs saoudiennes de tolérer les mariages homosexuels. Avec Ferry et Clemenceau, on a les deux logiques républicaines qui s'affrontent. L'un qui considère que l'universalisme républicain a une portée mondiale et l'autre qui considère qu'il a une portée nationale. C'est exactement le conflit que l'on vit aujourd'hui entre mondialistes et patriotes. Et même si la colonisation est terminée, les universalistes continuent de faire les mêmes erreurs arrogantes. Les Européens se considèrent parfaits et diffusent la démocratie partout. Alors on a la guerre de Corée, du Vietnam, les printemps arabes, le Moyen-Orient en feu, l'Afghanistan, les sanctions contre l'Iran, l'hostilité envers la Russie qui mène à la guerre en Ukraine, l'irrespect envers la Chine qui mènera à la guerre contre Taïwan. Bref, l'universalisme mène à ce sentiment de supériorité qui pousse à vouloir s'immiscer dans les affaires des autres car on est mieux. En somme, l'universaliste, c'est le fouille-merde. Pourtant, la solution est simple. Il faut se dire que le simple fait de considérer un droit comme universel est un appel aux autres de venir s'en saisir. Mais c'est aux autres d'importer le droit dans leur système juridique et non à nous de l'exporter. Il faut prôner l'universalisme positiviste en opposition à l'universalisme juste naturaliste. Il faut donc cesser ce comportement supérieur d'occidental qui passe son temps à condamner et à donner des leçons de moraline. Nous en avons donc fini avec l'universalisme. J'espère que la vidéo et le sujet vous aura plu. J'ai essayé d'aborder le sujet au travers d'un discours historique pour contextualiser et aussi démontrer que ce qui se passe aujourd'hui est une répétition de l'histoire et que cette gauche qui incarne le décolonialisme est en fait l'héritière de la bêtise coloniale. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous comme vous l'avez fait la dernière fois. Likez, c'est hyper important pour le référencement. Et surtout, pour le moral, moi, ça me rebooste à fond. Je suis là, je suis parti pour faire au max de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve sur Instagram et sur YouTube. Allez, à plus.